Madame, Monsieur, bonsoir. Entre Paris et Alger, après le bras de fer diplomatique, l'heure est à l'action des politiques ou l'action politique. La France va en effet demander de réexaminer tous les accords entre les deux pays. Annonce faite cet après-midi par le Premier ministre François Bayrou après un conseil interministériel de contrôle de l'immigration. Hier, c'était le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui annonçait des restrictions de circulation visant des dignitaires algériens. En réponse, les autorités algériennes brandissent la menace de représailles, mais derrière l'indignation algérienne, une autre réalité. La tension entre les deux pays s'est de fait exacerbée après l'attentat meurtrier perpétré samedi à Paris par un Algérien en situation irrégulière sous OQTF et que l'Algérie a refusé d'accueillir à plus de 10 reprises. La France réagit également à l'incarcération depuis 102 jours maintenant de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. L'octogénaire souffrant d'un cancer doit en plus changer d'avocat, car des émissaires du régime lui auraient vivement conseillé de prendre, je cite, un autre avocat français non juif. Un délire autoritaire qui flirte dangereusement avec le fascisme, une mascarade tragique et une machine à broyer la raison, alors que le pays vient de célébrer sous silence l'anniversaire d'un certain Hirak Béni, autrefois symbole d'espoir, aujourd'hui l'excuse parfaite du pouvoir pour museler toute voix dissidente. Car en Algérie, célébrer la démocratie est devenu un crime et réclamer la liberté un motif d'arrestation. Et ce n'est pas un hasard que mes deux invités ce soir sont des journalistes, des confrères. Naïm Kamal, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, ils doivent être peu nombreux. Vous êtes éditorialiste et directeur du site quid.ma. Bienvenue à vous sur ce plateau une nouvelle fois. Avec nous également, directeur d'une autre publication. Il s'agit du site yabiladi.com. Ahmed Zouak, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Messieurs, c'est donc l'actualité du jour. C'est cette annonce très attendue du Premier ministre français. Je vous propose de commencer cette émission par un extrait de la déclaration de François Bayrou. Que la situation perdure de ce point de vue-là. Je le dis sans volonté de faire de l'escalade. Je le dis sans volonté de faire de la surenchère. Simplement, il est de la responsabilité du gouvernement français de dire que les refus de réadmission sont une atteinte directe aux accords que nous avons avec les autorités algériennes et que nous ne l'accepterons pas. Mohamed Zouar, pour le Premier ministre, le traité franco-algérien de 1968 est clairement montré du doigt. Oui, ce n'est pas le premier, puisque beaucoup de ministres, beaucoup de partis politiques, notamment à droite et à l'extrême droite, ont pointé l'accord de 68 pour le revoir, notamment sur les questions d'immigration, l'accès au territoire français. Peut-être un rappel de ce que prévoit notamment cet accord de 1968. L'accord de 1968 facilite en fait l'entrée et l'obtention de cartes de séjour pour les Algériens, beaucoup plus avantageux que pour les autres pays d'Afrique, par exemple, même si par la suite, dans d'autres domaines, notamment pour les étudiants, etc., il y a eu des avantages beaucoup plus marquants pour les Marocains ou les Tunisiens, contrairement aux Algériens. Mais en tout cas, c'est un accord qui était effectivement privilégié, qui privilégie en tout cas les Algériens face aux autres populations d'Afrique. Moi, ce qui m'intéresse surtout dans les propos du Premier ministre français, François Bayrou, il dit « je ne veux pas aller vers l'escalade ». En réalité, on est clairement en pleine escalade politique des deux côtés. Effectivement, c'est l'Algérie. Alors, si on rembobine un petit peu la cassette, c'est l'Algérie qui a commencé en retirant son ambassadeur à Paris. Et puis ensuite, effectivement, notamment le ministre de l'Intérieur qui a mené vraiment une sorte de combat personnel presque, où il était un peu seul. Et puis là, finalement, on voit que le ministre des Affaires étrangères l'a rejoint avec son interview hier, je crois, sur BFM TV, où il a annoncé une première mesure de
restrictions d'accès pour notamment les diplomates, mais les Algériens qui ont un passeport diplomatique, les personnalités algériennes. Ça peut être aussi des membres de l'armée algérienne. Par exemple, oui. Donc des personnalités algériennes qui pouvaient avoir un accès privilégié avec un passeport diplomatique. Et puis là, aujourd'hui, avec le chef de gouvernement, le Premier ministre français, qui explique effectivement qu'il y a une vraie volonté de marquer les choses. Ce qui est intéressant, c'est de comparer cette réaction, cette escalade justement, par rapport à celle de l'Espagne, de Sanchez, Pedro Sanchez, puisqu'en fait, l'Algérie a joué d'une certaine manière le même jeu. Vous changez de position sur le Sahara, nous répliquons en rappelant notre ambassadeur ou en retirant notre ambassadeur, et puis des mesures économiques, peut-être qu'on y reviendra, de restrictions économiques dans les importations, etc., dans les échanges économiques. Et l'Espagne était plutôt restée calme, en se disant la tempête va passer. On voit très bien que la France n'a pas du tout cette attitude. La France a décidé de répondre d'une certaine manière, coup pour coup, au régime algérien. Alors, en parlant de réponse, avant la déclaration de... vous vouliez ajouter quelque chose, Naïm Kamal? Je voulais juste ajouter, moi j'abonde tout à fait dans ce sens, mais juste d'abord préciser que la nature des rapports historiques entre la France et l'Espagne ne sont pas de la même nature que la France et l'Espagne. L'Algérie et l'Espagne. Et l'Algérie et la France ne sont pas d'une même nature. Il y a beaucoup, on le sait, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de passifs, il y a beaucoup d'actifs également dans cette relation. Et on comprend que chaque fois qu'il s'agit du Sahara et qu'en plus il s'agit de la France, on a vu que l'Algérie, quand Trump a reconnu la marocanité totale et intégrale du Maroc sur son Sahara, n'a pas pipé mot, n'a pas réagi, il est resté inerte, complètement tétanisé. Là, avec la France, c'est beaucoup plus fort qu'avec l'Espagne, beaucoup plus fort qu'avec tout autre pays, parce que, et c'est là où le bas blesse, j'ouvre une petite parenthèse juste pour dire que les traités, les accords, ils sont faits pour, c'est leur propre d'ailleurs, ils sont faits pour être révisés, pour être délancés. Et l'accord de 1968, en vérité, met l'Algérie en porte-à-faux avec elle-même. Parce que les dirigeants algériens, l'Algérie, globalement, se revendique toujours d'un souverainisme sans concession. Et en même temps, elle défend et s'accroche à un accord qui lui donne des privilèges, des avantages. Après, les avantages que la France donne, est-ce qu'il y a des responsabilités aussi du côté de l'Algérie par rapport à cet accord? Naïm Kamal, c'est une question qu'on peut se poser pour rester très objectif. Je termine mon oui, je vous laisse terminer votre propos. Et je réponds à votre question. Donc, s'accroche à des privilèges que la France n'a pas donnés à d'autres colonies, anciennes colonies françaises en Afrique ou ailleurs. Donc, cette exception, déjà, elle est incompréhensible. Ou vous revendiquez un indépendantisme de tout et un souverainisme, comme je l'ai dit, sans concession, et alors vous abandonnez tout ce qui peut vous distinguer d'un passé, vous séparer d'un passé que vous disiez, un passé à ne jamais oublier, sur lequel vous demandez des excuses en permanence, sur lequel vous compliquez tout le temps les relations franco-algériennes. Si on parle davantage que donne la France à l'Algérie dans le cadre de cet accord 68, quelle est la contrepartie finalement de l'Algérie? Est-ce que l'Algérie n'a pas de responsabilité aussi vis-à-vis de cet accord? Si le gouvernement français, par la voix de son chef du gouvernement, dit que cet accord n'est pas respecté, donc ce n'est pas respecté par les Algériens qui refusent les extraditions. C'est les extraditions. Et là encore, il y a un problème pour l'Algérie qui se pose. Vous ne pouvez pas refuser l'accès à l'Algérie d'un Algérien porteur d'un passeport algérien, d'une identité algérienne, mononationale ou mononationalité. C'est pas un binational. Et en même temps, poursuivre un binational, lui, pour avoir émis des opinions et des avis et le mettre en prison sous prétexte qu'il est algérien. Donc il y a une énorme contradiction. Et là, évidemment, vous l'avez deviné, je parle de Boualem Sensal. On y reviendra. Mais avant, il y a la contradiction dans les attitudes et les comportements. L'assaillant présumé de l'attentat de Mulhouse, c'est Mohamed Zouak, 10 fois.
10 fois que l'Algérie refuse de reprendre l'assaillant présumé. Et là, j'ai envie de dire, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Oui, oui ou non? Même si l'Algérie n'a évidemment pas de responsabilité directe dans l'attentat, c'est-à-dire qu'il n'a pas été commandité, oui, bien évidemment, mais dans le contexte franco-français, c'est un enjeu politique crucial. C'est-à-dire qu'effectivement, les questions migratoires, les expulsions, les OQTF, dès qu'une personne, d'ailleurs même sans qu'il ait commis d'actes criminels, un OQTF est vu comme une sorte de criminel en puissance. Alors qu'un OQTF, c'est juste vous êtes en situation irrégulière et donc on vous... Mais il a déjà été accusé pour apologie au terrorisme. Là, c'est un cas particulier, effectivement, et on en a vu aussi en Allemagne. Enfin, dans les OQTF, il y a tout. Bien, voilà, tout il y a ceux qui ont un passif et ceux qui n'en ont pas. Mais dans le débat politique français, tous les OQTF... Tous les immigrants, d'ailleurs même pas seulement les immigrants en situation irrégulière, mais de manière générale, malheureusement, même tous les immigrés sont vus comme des potentiels criminels. Ça, malheureusement, c'est le climat ambiant politique en France. C'est vrai que là, on est dans une situation où la droite et l'extrême droite, surtout, sautent sur l'occasion. C'est pour dire, regardez, vous voyez, quand il y a un Algérien, l'Algérie refuse d'accepter un Algérien qui aurait dû être expulsé à plusieurs reprises, qui a déjà commis des délits ou des crimes. Et là, vous vous rendez compte qu'il a tué. Et donc, nous sommes en situation, nous sommes sous la menace d'Algériens en situation irrégulière qui potentiellement sont criminels ou qui sont déjà des criminels qui ont été jugés. Et là, effectivement, ça met en porte-à-faux l'Algérie par rapport à ce cas précis, à ce drame. Mais avant, avec l'autre personne qui avait porté des menaces à l'encontre d'Algériens qui étaient opposants au régime algérien. Des influenceurs, tout à fait. Qui ont été arrêtés, en effet. Pas un, mais plusieurs. Voilà, là, par exemple, ce n'étaient pas forcément des gens qui étaient jugés pour des crimes ou des délits, mais qui, par contre, effectivement, étaient en instance de jugement pour ces déclarations, pour ces menaces, et qui ont été expulsés. Et là aussi, l'Algérie a refusé, puisqu'il est arrivé, il a été, d'ailleurs, c'était pas seulement sous EQTF, c'est qu'il a été envoyé sous une procédure administrative jusqu'à Alger, et il a été refoulé. Là, on voit effectivement qu'il y a à la fois une sorte d'alignement des astres ou de conjonction entre le climat politique ou les débats politiques franco-français et puis cette relation, moi je l'appelle un peu d'amour toxique entre la France et l'Algérie, qui s'est crispée autour de la reconnaissance du Sahara par le président français, de la marocanité du Sahara par le président français. Et donc il y a eu cette crispation très forte qui fait que la moindre étincelle peut suffire à embraser les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie. Embraser jusqu'à quel point? Alors, on va faire peut-être les scénarios futurs. Une révision déjà de l'accord de 68 pourrait aboutir à quelle mesure finalement, selon vous, messieurs? Normalement, il y a des seuils qui ne vont pas être dépassés, que ce soit d'un côté ou d'un autre. Parce que je crois qu'il y a une imbrication des intérêts et des relations qui fait qu'à un moment ou à un autre, il va y avoir une forme d'apaisement. Quelle forme ça va prendre? Est-ce que vous pensez que le régime algérien va accepter un apaisement, même si ses intérêts sont en jeu? On l'a vu avec les Espagnols, ils ont décidé d'arrêter les relations commerciales. Après là, il y a une grande... Mais ils ont repris, ils ont tout repris avec l'Espagne. Ils ont tout repris. Non, certes, ils peuvent pas, non, parce que toute rupture avec la France, parce que le croisement des intérêts est énorme, est aussi pénalisant pour l'Algérie qui est déjà en présence de difficultés économiques et sociales. Mais c'est sans compter justement sur le réactionnisme des autorités algériennes par rapport même à leur politique étrangère. Mettez-vous dans la tête des dirigeants algériens. Oh, c'est très difficile pour moi. Non, moi je vais vous le dire. Tout ça, ils ont vu. Parce qu'il ne faut pas oublier, il faut récapituler. Moi, je crois qu'il a dit qu'il faut rembobiner le film et revenir au début. Un peu trop, pas trop, mais non, pour bien cadrer le sujet. Il ne faut pas oublier qu'au départ, Emmanuel Macron, président de la France, a tout fait. Tout à fait, oui. A tout fait. Ça, c'est vrai. Il a essayé, pour assainir les relations, parce qu'il voulait inscrire dans son palmarès
cette banalisation, cette normalisation des rapports hérités de 130 ans de colonisation et qui ont trop perduré. Donc il a tout fait. Il a tout fait également pour consolider Abdelmejid Tebboune, le président qui était son élu de cœur. Il ne faut pas l'oublier non plus. À tel point qu'à un moment donné, il a fait une sortie à l'Élysée, publique, devant des jeunes Algériens, évoquant un régime dur en citant les militaires et les généraux. Alors, la sacro-sainte Église de l'Algérie révolutionnaire. Donc, il y a touché. Il ne faut pas oublier qu'il a été pour consolider. Ouais. Ensuite, il a tout fait. Il a parlé de crimes de guerre, il a parlé de crimes contre l'humanité, il a travaillé pour la création d'une commission avec Benjamin Stora pour assainir le dossier historique, etc. Tout ça. Mais il a constaté à un moment donné que ça ne marchait pas. Je voudrais justement réagir par rapport à votre question, par rapport à l'avenir, ce qu'on peut attendre. Oui. C'est bien de mettre en perspective par rapport à, vous l'avez fait, par rapport à ce qui s'est passé avec l'Espagne. L'Algérie a été dans une radicalité, moi j'appelle ça d'ailleurs une forme de fierté suicidaire. Économiquement, politiquement. Impulsive. Puisqu'on est dans les qualificatifs. On va être dans la radicalité, c'est-à-dire que vous avez changé de position. Ils ne l'ont pas fait avec l'Allemagne, parce que l'Allemagne aussi a changé de position sur le Sahara, sur le plan d'autonomie. Parce qu'elle n'a pas fait de la même manière. Voilà. Mais pour l'Espagne, vous avez changé de position sur le Sahara. Nous allons être radicaux et on va en plus couper toute relation économique, ou en tout cas on va les restreindre. C'est un petit peu ce qui est en train de se passer avec la France. Alors avec l'Espagne, on a vu d'ailleurs la visite du ministre de l'Intérieur algérien, je crois hier, donc clairement les relations ont été reprises et sans changement de position de l'Espagne, ce qui était la condition sine qua non pour reprendre les relations politiques, diplomatiques avec l'Espagne. Avec la France, évidemment, ce sera peut-être même plus court. Alors je pense qu'il y aura encore une dégradation, parce que là, ils sont partis dans un cercle vicieux. Mais évidemment, il y a des intérêts importants. Mais le problème, quand je parle de fierté suicidaire, c'est que de toute façon, on y laisse des plumes. Quand on est dans cette radicalité politique, diplomatique, et quand on met sur une question qui, soi-disant, ne concerne pas l'Algérie, le Sahara n'est pas un dossier. L'Algérie n'est pas partie prenante de ce conflit. Soi-disant, c'est ce que dit Alger. Oui. C'est la position officielle de l'Algérie à l'international. Or, dès qu'il y a un changement de position d'un État tiers sur le Sahara, l'Algérie coupe les relations diplomatiques, ce qui est quand même déjà problématique et qui montre justement qu'elle est partie au conflit. Mais si en plus elle met ses intérêts économiques en disant nous ne prendrons plus du blé français, nous allons couper certaines importations d'autres produits français, nous allons mettre en place des restrictions, etc., comme ils l'ont fait avec l'Espagne, c'est en fait les intérêts du peuple algérien, puisqu'il y a un renchérissements de différents produits, puisqu'il peut y avoir des pénuries, il y a déjà eu d'ailleurs des pénuries de produits de première nécessité. Et donc, effectivement, on se retrouve dans une situation où l'Algérie, et notamment le peuple algérien, y perd des plumes. Donc, même s'il y a réconciliation dans 1 an, dans 2 ans, eh bien, l'Algérie et le peuple algérien auront perdu au change. Donc, c'est pour ça que je parle de fierté suicidaire. Alors, fierté suicidaire. Et puis bon, là je vais vous lire un extrait de la réaction d'Alger ce matin. C'était avant la déclaration de François Bayrou, où dans ce communiqué, comme je le disais, au ton vraiment cinglant, Alger dit n'avoir aucunement été informé des mesures visant des ressortissants algériens titulaires de documents de voyage spéciaux, les exemptant de formalités de visa. Elle dénonce aussi une nouvelle provocation après les sanctions de la France, des mesures de restriction unilatérales. Est-ce que ce ne serait pas une sorte de rétropédalage ? Non, je pense que c'est une communication à consommation interne, comme on dit dans le milieu du journalisme. Il y a dans le communiqué une petite phrase qui m'a intrigué. Il spécifie que pour l'instant, dans la version arabe que j'ai lue tout à l'heure, il y a un passage où ils disent que pour l'instant, il n'y a eu que 2 cas. Là, on a reçu une explication, il a été réglé. Et là, on attend l'explication. C'est-à-dire, il minimise pour l'instant. Tout à fait. Enfin,
Avant la déclaration, il minimisait la décision de restreindre l'accès en France à des dignitaires du régime. Oui, une menace de représailles, cela dit. Alors tout ça, c'est le ton un peu de, voilà, nous on n'était pas au courant. Mais vous savez, bon, la France nous attaque, etc. Mais on peut... Quelles seraient les représailles d'Alger? Ils vont faire la même chose. Répondez à ma question. Que serait l'Algérie? Non, moi j'ai une question. Que serait l'Algérie? Non, mais moi je vous pose une question, vous me reposez une question. Que serait l'Algérie sans une menace de représailles? Il est journaliste aussi. Non, mais je sais. Non, mais je ne suis pas là pour y répondre, malheureusement. Non, je me pose une question. Que serait l'Algérie sans des représailles, enfin des annonces de représailles en permanence? Oui, mais c'est pour ça que je parlais de consommation interne. C'est-à-dire que l'Algérie a une posture, elle a besoin de répondre. Alors on voit très bien que la réponse, elle est quand même légère d'un point de vue, même avec la menace de représailles. Quand elle dit on n'était pas au courant, c'est unilatéral. Je veux dire, l'Algérie a pris des positions unilatérales. Est-ce que, quand elle a pris des décisions très graves par rapport au Maroc, est-ce qu'elle a annoncé au Maroc, écoute, je te préviens, dans une semaine, voilà ce que je vais faire? Je vais couper le gaz. Voilà, on coupe, on fait pas... En parlant d'usage interne, il y a le Hirak. Est-ce que l'esprit du Hirak est toujours présent en Algérie? Mais on a vu des manifestations dans les rues. L'esprit d'il y a 6 ans, qui a permis à ce même Abdelmajid Tebboune de... Mais quand on dit esprit du Hirak, est-ce qu'il y a... C'est pour ça qu'il est béni. Comment? C'est pour ça qu'il est béni, ce Hirak. Oui, c'est Quand on parle d'esprit du Hirak, c'est juste poser la question, est-ce qu'il y a encore des tensions sociales, politiques, économiques en Algérie? Évidemment, il y a des jeunes qui manifestent, il y a des tensions avec le pouvoir politique. Il y a des arrestations. Il y a eu des arrestations. Il y a beaucoup de répression. Il y a des prisonniers politiques. J'ai écouté une émission sur France Culture qui dénombrait le nombre de responsables politiques, de prisonniers politiques en Algérie. On est sur des chiffres, je crois que c'était plus de 200, ou en tout cas environ 200. On est sur des chiffres quand même assez importants, assez graves. Donc il y a le rapport Freedom House, je crois, qui est sorti aujourd'hui, me semble-t-il, ou hier, qui montre que l'Algérie est très loin derrière la Tunisie et le Maroc, et juste à peine devant la Libye, et loin derrière aussi la Mauritanie. Donc c'est un petit peu, l'Algérie en tout cas est en retrait d'année en année sur les droits humains et sur les libertés publiques. Donc clairement sur le Hirak, avec les emprisonnements, avec la répression, même s'il y a eu des grâces présidentielles, on sent bien qu'il y a des tensions. Ces tensions aujourd'hui, comment elles sont maintenues sous chape? C'est surtout avec l'argent, c'est-à-dire la redistribution, une redistribution d'une partie de la rente pétrolière qui fait que la population reste relativement calme. Mais il y a eu des manifestations, je crois, il y a quelques semaines, il y a des manifestations régulières, donc évidemment, on est encore dans un climat de tension. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on retrouvera cette dynamique du Hirak, où vous allez avoir des manifestations massives et pérennes qui vont rester sur plusieurs jours, plusieurs semaines et qui vont défier le pouvoir. Pour l'instant, on n'est pas encore à ce niveau-là, mais et probablement aussi cette escalade justement aussi du régime algérien. L'escalade est des deux côtés. L'escalade du régime algérien vise, que ce soit avec le Maroc, que ce soit avec la France et puis quelques années avant avec l'Espagne, vise aussi d'une certaine manière à créer une sorte de soupape pour évacuer la pression. C'est-à-dire, attention, l'ennemi il est à l'extérieur, vous devez vous calmer à l'intérieur. Bon, l'ennemi, c'est aussi un Algérien. L'ennemi, en tout cas pour l'ennemi public, pas numéro 1, c'est Boualem Sansal, dans les prisons algériennes depuis plus de 100 jours. Et il souffrirait d'un cancer et on lui demande de changer d'avocat. Un commentaire, Naïm Kamal. Bon, je dirais une seule phrase, en citant Yasmina Khadra, l'écrivain algérien, un bon écrivain d'ailleurs, qui a dit, quel que soit, qui est par ailleurs pas d'accord avec Boualem Sansal, mais qui sur cette question a eu une position qui, à mon sens, est porteuse. Il a dit la place d'un intellectuel, d'un écrivain, quelles que soient ses idées, quelles que soient ses opinions, n'est pas dans une geôle. Il est autour d'une table de débat. Ouais, c'est tout. Et la déclaration de Boualem Sansal sur la marocanité des frontières, la marocanité des territoires incorporés à l'Algérie par la France quand elle croyait encore que l'Algérie allait rester éternellement française, et on les connaît, ces régions, c'est toi, c'est Saoura, etc.
n'est pas nouvelle, n'était pas. Et entre-temps, Boualem était allé en Algérie lui-même, ne s'attendait pas à cette arrestation. N'eût été que cette fois-ci, c'est intervenu dans un contexte de crise franco-algérienne, avec arrière de fond précisément la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur ces territoires au Sahara. Donc c'est cette façon, cette ambiguïté dans le mouvement, dans l'action, dans la réaction, dans la contre-réaction, qui fait qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une dispersion des idées et des résolutions en Algérie, sachant qu'en arrière-fond, il doit y avoir énormément de luttes de clans. Je rejoins un peu ce qu'a dit Kamal sur Boualem Sansal. Clairement, c'est l'agenda qui a provoqué son arrestation. Boualem Sansal aurait pu être arrêté, à l'époque d'ailleurs il n'était pas encore français, puisqu'il vient d'être naturalisé français, aurait pu être arrêté selon plein d'articles du code pénal. Là, il a été arrêté selon l'article 87 bis du code pénal algérien sur l'atteinte à l'intégrité territoriale. Terroriste ou subversif, visant la sûreté de l'État, l'intégrité du territoire, la stabilité, le fonctionnement normal des institutions. Voilà. Et il a notamment, par exemple, et on sait l'importance, la gravité de cet élément-là en Algérie, il a notamment parlé, collaboré avec des représentants israéliens. On sait qu'en Algérie, c'est quelque chose qui est très Alors, il y a une différence. Puisque vous parlez d'Israéliens, oui. Pourquoi on refuserait d'octroyer le visa à l'avocat de Boualem Sansal? Vous avez esquivé la question, du coup je la pose à Mohamed Zouar. Pourquoi on refuserait, si je dis, pourquoi on demande au romancier de changer d'avocat sous prétexte qu'on ne va pas lui donner le visa parce qu'il est juif? Alors déjà, juif, c'est pas israélien. La question, c'est est-ce qu'il est de nationalité israélienne ou de nationalité française? Mais les émissaires qui sont allés rendre visite à Boualem Sansal lui ont auraient conseillé de changer d'avocat, et que s'il change d'avocat, son prochain avocat, qui ne serait pas juif, aura son visa pour venir le voir en Algérie. Là, on est dans la communication politique et c'est de la consommation interne. C'est-à-dire que cette question de... alors pourquoi l'avocat ne peut pas aller rendre visite à son... c'est le droit international. Vous me demandez d'expliquer une décision irrationnelle qui est de l'ordre de la communication et de la consommation interne algérienne pour le peuple algérien. C'est-à-dire que l'ennemi premier en Algérie est Israël. Sauf que le problème, c'est que pas tout juif, mais beaucoup de juifs sont considérés, qu'ils soient algériens ou pas, sont considérés comme de toute façon des sionistes, donc qui sont soutiens de l'État d'Israël. Donc forcément, là, l'avocat rentre avec son passeport français, j'imagine. Donc il n'y a pas de problème. Donc quand on dit il est juif, en fait, ce qu'on veut dire, c'est qu'il est sioniste. Mais c'est plutôt... Il est français. Voilà, mais c'est pour la consommation interne. On ne refuse pas de visa à un sioniste ou à un autre. C'est pour dire que, oui, c'est pour dire que, regardez, Boualem Sansal est l'ami d'Israël, etc. Mais il était l'ami d'Israël à l'époque même où il travaillait pour une administration, un ministère algérien. Donc il était fonctionnaire d'un ministère algérien, il était déjà en relation avec des responsables israéliens. Donc il aurait pu être arrêté bien avant. Là, clairement, on est sur une affaire, une crispation, et donc on veut envoyer un message à Paris. Et donc Boualem Sansal est la victime collatérale. Oui, otage, on pourrait dire, victime collatérale des relations diplomatiques ou du choix politique du président Macron concernant le Maroc et concernant le Sahara. Ce qui serait un peu plus efficient en termes de communication politique, c'est de montrer des faits et comment on aide réellement, en tant qu'État algérien, ce peuple palestinien. Je m'arrêterai là. Merci beaucoup, Naïm Kamal. Merci à vous également, Mohamed Zouak. C'était... fort dynamique, j'ai envie de dire, ce débat ce soir. Certainement, nous reviendrons au prochain épisode dans cette série de rebondissements dans les relations entre Paris et Alger, dans nos prochaines éditions d'information, mais aussi dans nos prochaines émissions de débat. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée.